Irak, automne 2003. Un avion cargo civil décolle de l'aéroport international de Bagdad. Quelques secondes plus tard, l'équipage perd la maîtrise de l'appareil. Il ignore ce qui déstabilise son avion. Les hommes parviendront-ils à maîtriser leur mastodonte de 100 tonnes? Leur survie dépend du genre d'atterrissage forcé et risqué que jamais personne n'a réussi à effectuer jusqu'à présent. Novembre 2003, la coalition menée par les Américains a saisi la ville de Bagdad il y a 6 mois. L'armée irakienne est défaite et le président déchu Saddam Hussein est toujours en cavale. Les groupes clandestins armés sont la plus grande menace sur le territoire. Ils visent les civils irakiens et étrangers. Pour déstabiliser le pays et peut-être déclencher une guerre civile, ils ont saccagé les réserves militaires pour s'emparer des armes d'infanterie, même les missiles sol-air. Bagdad est un endroit extrêmement dangereux. À l'aube, en banlieue de la ville de Bagdad, Claudine Vernier-Paliès, journaliste pour l'hebdomadaire Paris Match, et son photographe Jérôme se préparent pour un rendez-vous secret avec des terroristes irakiens. Comme tous les autres journalistes, elle veut savoir qui sont ces terroristes et quelles sont leurs revendications. La veille, elle avait rencontré leur chef dans une chambre d'hôtel, un certain Abou Abdullah, dont personne ne connaît la véritable identité. C'était de toute évidence un type très très déterminé d'aller jusqu'au bout pour montrer aux Américains qu'ils voulaient plus d'eux, ou en tous les cas plus d'eux sous cette manière militaire. L'aéroport international de Bagdad joue un rôle clé dans la mission des Américains. Les avions militaires s'y rendent quotidiennement pour acheminer des provisions aux militaires et aider à reconstruire le pays ravagé par la guerre. Pour contrer la menace terroriste, l'armée américaine a établi une zone de sécurité autour de l'aéroport, surveillée par des hélicoptères Apache. Sur le tarmac se trouve l'un des rares avions civils à atterrir à l'aéroport, un Airbus A300 du service de messagerie DHL. Son mandat est d'acheminer le courrier des soldats. Baghdad Tower, Oscar Delta Lima Lima, Airbus A300 cargo, airplane with information Sierra, request start. L'armée australienne se charge du contrôle de la circulation aérienne à Bagdad. Oscar Delta Lima Lima, clear to start. Before start checklist. Start to... Le capitaine Éric Genotte, 38 ans, est un célibataire belge. Il a réalisé son plus grand rêve l'an dernier en devenant capitaine de l'Airbus A300. M245. Valve closed, EGT 610. Mario Roffaille, le mécanicien navigant, habite en Écosse avec son épouse et ses enfants. À 54 ans, il est le membre de l'équipage le plus âgé et le plus expérimenté. Il a visité plusieurs endroits dangereux. Start one. Valve open. Le copilote Steve Mickelson, un Belge de 29 ans, s'est marié il y a à peine 3 mois. Les transporteurs aériens de fret permettent aux jeunes pilotes de gagner les heures et l'expérience nécessaires pour piloter des avions commerciaux. 016 Kruger. DHL se rend à Bagdad depuis 6 mois, mais aucun de ces hommes ne gagne une prime de risque puisque l'aéroport est une oasis dans une zone chaotique et dangereuse. Pourtant, ils sont conscients du danger qui les entoure. Lorsque nous avons traversé la frontière entre l'Irak et le Koweït, l'atmosphère dans la cabine a changé rapidement. À mon avis, la tension était palpable. Que se passe-t-il? Nous allons mener une opération spéciale. Vous verrez. Je vais tout vous expliquer.
Voici un missile sol-air. Il appartenait à l'ancienne armée irakienne. Nous en avons environ 28. Nous les avons volés dans 2 différents dépôts irakiens. Nous en avons utilisé 25. Il n'en reste que 3. Ce sont des missiles à tête chercheuse thermique, capables de détecter la chaleur émise par les moteurs des aéronefs. Ce missile est de bien meilleure qualité. Nous en possédons quelques-uns. On devrait l'utiliser aujourd'hui. Il a déjà fait ses preuves. Quand? On a abattu un avion à Nasiriyah. On a tué 177 personnes. On a abattu un autre avion rempli d'Américains. On a tué 70 personnes. Personne n'en avait jamais entendu parler, ce qui m'a quand même paru un petit peu gros, parce que l'aéroport, quelque part, tout le monde le voit depuis Bagdad. Et donc, je me suis dit que ce type bluffait. Qu'allez-vous faire de ce missile aujourd'hui? On va battre un autre avion, bien entendu. Vous verrez. Les journalistes sont stupéfaits. Et si cet homme disait vrai? Ce n'est pas le scoop qu'il recherchait. S'il ne bluffe pas, il risque d'être témoin d'une hécatombe. Il est encore tôt en matinée. Un Airbus A300 s'apprête à décoller de l'aéroport international de Bagdad. Il transporte des milliers de lettres destinées aux familles des soldats américains. L'équipage ignore que quelques kilomètres plus loin, un groupe de terroristes attend impatiemment leur appareil. Oscar Delta Lima Lima, cleared for takeoff. Take-off. L'Airbus A300 est un ancien avion commercial de 24 ans converti en avion cargo. Il effectuera sa première escale à Bahreïn, dans le golfe Persique. L'appareil effectue ce voyage 2 fois par jour. 100 knots. V1. Rotate. V2. Positive climb. Malgré la quiétude de la cabine, l'équipage est conscient qu'il est vulnérable à une attaque provenant du sol s'il se trouve à moins de 3000 mètres d'altitude. Jusqu'à présent, aucun missile sol-air n'a frappé un aéronef en Irak, mais tout le monde sait que les terroristes possèdent de telles armes. Au moment du décollage, l'ambiance est toujours un peu bizarre et tendue, puisque nous savons que nous sommes en danger tant que nous n'avons pas atteint une altitude de 3000 mètres. Gear up. Gear up. No lights. Entre-temps, Abu Abdullah, le chef des terroristes, semble avoir repéré l'endroit idéal. Il nous avait demandé avant de garer les voitures en épi afin que tout le monde puisse partir, se disperser chacun de son côté. Et c'est là où on aurait dû comprendre qu'effectivement, c'était plus du bluff. Les journalistes sont terrifiés. Impossible de quitter les lieux. Ils sont pris au piège. Voici une vidéo tournée par les terroristes. Ils la livreront aux médias à Bagdad le lendemain. What's that? We've lost green and yellow. Green and yellow. Nous avions 3 circuits hydrauliques, identifiés par couleur. Vert, jaune et bleu. Les avions à réaction dépendent de circuits hydrauliques. Le fluide hydraulique coule dans des tubes répartis un peu partout dans l'appareil. Lorsque les pilotes manient le manche, les pistons acheminent le fluide dans les tuyaux pour permettre la montée, la descente ou le virage de l'appareil.
Sans circuit hydraulique, il est impossible de maîtriser l'appareil. Le missile a explosé dans l'aile. Ses tuyaux remplis de fluide hydraulique se vident. C'est comme si un conducteur de voiture venait de perdre son volant sur l'autoroute. What do we do? What do we do? What we do? Qu'allons-nous faire? Je ne savais pas quoi répondre. Je n'avais aucune réponse à lui offrir. La question était beaucoup trop difficile. Il fallait absolument que l'on fasse quelque chose. J'ai demandé l'avis du capitaine. Sur le coup, il nous a dit de faire demi-tour. Un avion à réaction peut fonctionner malgré la défaillance de l'un des circuits hydrauliques, peut-être même de deux. Mais si les 3 circuits ne fonctionnent plus, aucune des commandes ne répondra. Blue is good. I think we hit something. Blue is gone. We've lost all hydraulics. Aucun circuit hydraulique ne fonctionne. L'appareil dégringolera dans quelques minutes. Toutes les procédures que nous avions apprises au fil des ans ne servaient à rien. On devait rester calme et faire preuve de bon sens, tout en se fiant à notre expérience. On devait analyser chaque option, mais aucun manuel et aucune procédure ne pouvaient nous aider. That DHL is in trouble. He's on fire and he's turning back. Scramble the fire engines, have medevac on standby. Les manches sont inutiles. Sans circuit hydraulique, ils ne sont plus reliés à l'appareil. Dans une telle situation, lorsque tous les cadrans indiquent 0 et que le mécanicien navigant annonce que les circuits hydrauliques ne fonctionnent plus, il est normal d'être terrifié. Nous l'étions tous. Nous avions très peur et nous ne maîtrisions plus l'appareil. Celui-ci a grimpé jusqu'à 3700 mètres d'altitude. L'appareil se comporte étrangement. Il grimpe jusqu'à près de 3800 mètres d'altitude, puis commence à dégringoler par lui-même avant de grimper de nouveau. It will not fly. Back, back. Ce manège continue. Impossible d'y mettre fin. L'équipage n'arrive pas à contrôler les mouvements de l'appareil. Pourtant, il doit reprendre la maîtrise du mastodonte pour atterrir. Je regrettais amèrement d'être allé en Irak. Je savais que la situation était dangereuse. Comment allais-je me sortir de ce pétrin? I play with controls. Reduce thrust. En déplaçant les manettes de poussée de tous les côtés, ils pourront peut-être reprendre le contrôle de l'appareil. C'est la seule idée qui leur vient en tête. Puis, j'ai décidé de relever le défi. J'ai fait demi-tour. Aucun manuel ne mentionne ce genre de situation. Tous les manuels, toutes les procédures étaient inutiles. We have engines. We can use the thrust. Il ne leur reste que 2 moteurs en bon état. Mais comment piloter et atterrir sans manette? Aucun autre appareil n'a jamais atterri sain et sauf en se fiant simplement à ses moteurs.
En voici la preuve. En août 1985, un Boeing 747 de la compagnie Japan Airlines a atterri en catastrophe quelques minutes après son départ de Tokyo. La cloison arrière a éclaté, entraînant avec elle la majeure partie de la dérive et sectionnant tous les conduits hydrauliques. Sans circuit hydraulique, les pilotes étaient impuissants. L'appareil et ses 524 passagers survolaient les montagnes du Japon. L'avion vacillait dans les airs et les pilotes étaient incapables de le maîtriser. C'est un vrai miracle que les pilotes aient pu rester dans les airs pendant une demi-heure, même après avoir perdu tous les circuits hydrauliques. L'appareil a décrit un cercle autour des montagnes jusqu'à ce qu'il les percute. Il était impossible d'atterrir. Les pilotes priaient pour un miracle, mais en vain. Le Boeing 747 s'est écrasé dans les montagnes. Il s'agissait du pire accident impliquant un seul appareil de l'histoire de l'aviation. 520 personnes ont perdu la vie. Les pilotes japonais se sont écrasés tragiquement. Le même sort guette-t-il l'équipage de l'Airbus DHL? Il lui faut tout d'abord interrompre les secousses de l'appareil. L'appareil a tendance à faire d'énormes soubresauts. Il accélère en dégringolant, ce qui lui donne une plus grande portée. Puis il grimpe de nouveau, ce qui le fait ralentir et diminue sa poussée. Et ainsi de suite. Dans cette situation, il est très difficile pour les pilotes de maîtriser l'appareil. Seuls les moteurs leur permettront de maîtriser l'appareil. S'ils ralentissent la vitesse du moteur, l'appareil va piquer du nez rapidement. Par contre, en accélérant, ils pourront grimper. Mais les pilotes doivent déterminer avec certitude le moment opportun pour chaque manœuvre. Il existe un autre problème. L'aile gauche endommagée cause une traînée qui les fait tourner en rond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Il est déjà très difficile de maintenir l'assiette en tangage. Mais en plus, notre poussée était asymétrique. Notre avion tournait continuellement vers la gauche puisque l'aile gauche était endommagée. Pour interrompre les soubresauts de l'appareil, les pilotes doivent manipuler les manettes de poussée tout en exploitant le moteur gauche pour compenser les dommages à l'aile qui diminuent sa portance. L'appareil bondit violemment pendant quelques minutes. Puis les pilotes maîtrisent enfin la trajectoire de vol. Jamais nous n'avons pu maîtriser l'appareil de façon permanente. Nous avons stabilisé la trajectoire de vol, mais à 3 ou 4 reprises, nous avons perdu la maîtrise de l'appareil. L'équipage réalise enfin qu'un missile a frappé l'aile gauche de l'appareil. L'Airbus est le premier avion civil à subir les contre-coups de la guerre. Je savais que l'appareil était en feu. Mon but était de faire demi-tour et d'atterrir. J'avais peur. Nous avions tous peur qu'un deuxième missile nous frappe. Leurs craintes sont fondées. Abu Abdullah, le chef des terroristes, compte abattre l'appareil de DHL. Des terroristes irakiens armés de missiles ont frappé un avion civil près de l'aéroport international de Bagdad. L'aile gauche a pris feu et l'équipage n'arrive pas à maîtriser l'appareil. Les terroristes veulent l'abattre à tout prix. Il a tiré un second missile qui a raté l'avion. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit « Maintenant, tout le monde s'en va » et tout le monde s'est dispersé.
On a lourdement critiqué Claudine Vernier-Paliès pour ne pas avoir interrompu l'attaque et être restée sur les lieux. Je pense que n'importe quel journaliste dans notre situation aurait réagi exactement de la même manière que nous. De même qu'on nous a reproché de ne pas avoir dit au chef, quand il nous a dit on va tirer un avion, de ne pas avoir dit « monsieur, on ne veut pas, on s'en va ». D'une part, si on lui avait dit ça, je pense que c'était une balle dans la tête, c'était évident. Et puis d'autre part, jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où il a tiré vraiment le missile, on n'a pas pensé qu'il le ferait. On a pensé qu'il continuait à bluffer. Et c'est en essayant de retrouver notre route avec le chauffeur qu'on a vu que l'avion, l'aile gauche était en flammes et l'avion tournait comme ça. C'était comme dans un film, c'était comme quelque chose d'irréel. Et c'est simplement quand on a vu l'avion en flammes qu'on a compris que l'avion ne se pilotait pas tout seul. Et qu'on a eu très peur. Je me suis dit, l'avion il peut s'écraser. Il va s'écraser. Et c'est là où on a réalisé, qu'on a commencé à réaliser, mais pourquoi ils ont fait ça? Il se trouve qu'on était là, il se trouve qu'on a été filmé, il se trouve qu'on est journaliste, il se trouve qu'on est français. Donc c'est évident qu'il nous a manipulés. Je veux dire, le temps qu'on réalise vraiment, tout est allé trop vite. C'est après qu'on a vraiment compris. L'équipage ignore l'existence du deuxième missile. Cette vidéo percutante diffusée en exclusivité a été tournée par la caméra infrarouge d'un hélicoptère américain Apache. Ces hélicoptères patrouillent régulièrement les environs de l'aéroport à la recherche de terroristes. Roger, 5-4 is observing the aircraft inbound under our sighting system. He's got, appears to be a fire on his far left engine. La caméra infrarouge repère la chaleur intense de l'incendie. Un hélicoptère volait tout près de nous. Le pilote s'est aperçu que l'incendie n'était pas dans le moteur, mais sur l'aile. Mario a demandé au contrôleur si des flammes ou de la fumée jaillissaient encore de l'appareil. Could you confirm if there's smoke coming from the aircraft or fire or anything like that? Tower Dragon Timber 5-4. You can still see smoke and flame coming from the left tip of the left wing. Okay, left wing tip, fire and smoke, huh? That's affirmative. Thank you. On se dirigeait vers l'aéroport. On pouvait le voir. Lower the gear. Can I take control? No, I have control. I have control. Lower the gear. Sans circuit hydraulique, Mario doit ouvrir les portes du train d'atterrissage et laisser les roues tomber d'elles-mêmes. Le capitaine disait que l'on devait atterrir. Il a demandé à Mario d'abaisser le train d'atterrissage, ce qui est normal dans les circonstances. Mais le geste a des conséquences inattendues. L'équipage croyait maîtriser l'appareil, mais le train d'atterrissage compromet son équilibre. Le nez pointe vers le haut et l'appareil ralentit. No, no. No, the speed. Les moteurs risquent de caler et l'appareil de s'écraser. Je ne m'attendais pas du tout à cela. L'appareil a grimpé, puis a ralenti. J'actionnais la manette et je n'en croyais pas mes yeux. No, no. L'appareil grimpe et ralentit. Les moteurs vont flancher. Le pilote doit accélérer pour piquer du nez car il risque de caler à tout moment. L'avion se serait écrasé immédiatement. You have visual on this guy? No, I'm looking right into. He's way out there. Yeah. That's gut-wrenching, man. They're up there doing everything they can. Je craignais que l'un des moteurs n'étouffe. On se serait écrasé. I think I'd rather try to crash on a runway than crash into the desert.
here at the scene. It would probably put out any fire. L'équipage accélère prudemment. En abaissant le train d'atterrissage, il frôle la catastrophe. Maintenant, il maîtrise l'avion plus facilement. Par miracle, l'avion s'est stabilisé. C'est signe que la chance nous souriait ce jour-là. Let's land. Tower Delta Lima Lima. Oscar Oscar Delta Lima Lima, Baghdad Tower. Can you make approach now? Runway is clear for landing. L'hélicoptère Apache n'est plus seul, mais les appareils américains ne peuvent que donner de l'information à l'équipage de l'avion de DHL. It looks like it might be too high again. I'm still looking up at the flare. Come on, buddy. On entendait les autres pilotes parler en même temps. Oh crap. C'était un peu pénible. Oscar Oscar Delta Lima Lima. Could you please clear 33 left for us as well? Because I think we don't have flight controls as well. Oscar Oscar Delta Lima Lima, runway 33 left is available as well if you need to land there. Okay, keep both runways open for us. No more talking, bye. L'avion de DHL arrivera à l'aéroport sous peu, mais le copilote fera une découverte catastrophique qui forcera son collègue à effectuer une dernière manœuvre spectaculaire. We must land. We are too close. We need a land final. Un missile vient de frapper un avion cargo civil à Bagdad. Les circuits hydrauliques ne fonctionnent plus et l'équipage tente désespérément de regagner l'aéroport. Did you know tank 1 Alpha is empty? L'essence s'écoule rapidement des réservoirs d'essence situés dans l'aile gauche. L'un d'entre eux est vide. Back, back. Yes, got it. We'll ease it round. Left wing coming up. L'appareil parvient à regagner l'aéroport grâce à l'expertise de son équipage. Il va bientôt atterrir. Which runway? We use 33 right, I think. Lima Lima. Oscar Lima Lima, go ahead. Could you please declare full emergency? Yes, we need the fire brigade because our landing gears might collapse as well. Oscar Lima Lima, all available assistance is available on the field. Everyone is on full alert. Okay, thank you very much, and no more calls. That guy's got a... He's pretty stressed. Rightfully so. À ce moment, j'ai réalisé que nous étions encore beaucoup trop haut pour pouvoir atterrir. Je croyais la même chose. Nous étions trop haut et trop près de la piste. We must land. We are too close. We need a land final. Steve avait raison. Je crois qu'il nous a sauvé la vie. Steve a raison, mais au début, le capitaine ne veut pas l'entendre. Il ne peut pas atterrir puisqu'il est trop haut et trop près de la piste. S'il atterrit abruptement, l'appareil s'écrasera brutalement sur le tarmac. Éric Jenotte doit rebrousser chemin, parcourir 37 km, puis faire demi-tour avant de pouvoir atterrir à l'aéroport en effectuant une descente graduelle. Puis je me suis rendu compte qu'ils avaient raison. Je devais effectuer une descente graduelle. Mais l'aile gauche brûle depuis 13 minutes. Leur reste-t-il suffisamment de temps pour effectuer cette manœuvre? 20 miles final. Okay. He looks like he's still pretty high. You got that sight now? He's still got a long way to go, though. Yeah. It looks like he's turning like an extremely extended final. Yeah. And I don't think I can make it in. Si nous étions restés dans les airs 15 minutes de plus, le bout de l'aile aurait peut-être cédé. Les conséquences auraient été désastreuses. Deux longerons principaux renforcent l'aile. Le missile a causé une fissure de 5 mètres dans le longeron arrière. Celui-ci risque de céder à chaque secousse. Et il existe un autre danger. L'essence s'écoule des réservoirs situés dans l'aile gauche. S'ils se vident, les moteurs cesseront de tourner et l'appareil dégringolera vers le sol. On maîtrisait l'angle et le dégagement horizontal de l'appareil grâce aux deux moteurs. Si l'un d'eux avait rendu l'âme, les conséquences auraient été catastrophiques. Malgré l'incendie, l'équipage est de plus en plus confiant puisqu'il maîtrise bien l'appareil. Mais il a peu de chances d'atterrir en toute sécurité.
Seul un avion commercial a presque réussi un atterrissage sans circuit hydraulique. En 1989, aux États-Unis, l'équipage de ce DC-10 de United Airlines a perdu toutes les commandes de l'appareil après l'explosion d'un des moteurs. Les aubes de turbine avaient sectionné tous les conduits hydrauliques. L'appareil contenait 296 passagers. Les pilotes avaient repris la maîtrise de l'appareil en actionnant les manettes de poussée, tout comme l'équipage de DHL. Mais à la dernière minute, la catastrophe est survenue à proximité du petit aéroport de Sioux City, en Iowa. « 111 des 296 personnes à bord ont péri. En 4 ans, 2 avions de premier plan se sont écrasés après avoir perdu leur circuit hydraulique. Au total, 631 personnes ont perdu la vie. L'enquête du Conseil national de la sécurité des transports sur l'écrasement à Sioux City a provoqué une étude sur la maîtrise des appareils qui doivent fonctionner sans circuit hydraulique. Pourtant, 14 ans plus tard, dans le ciel de Bagdad, l'équipage de DHL ne peut se fier qu'à son expérience et à son savoir-faire pour atterrir sans dommage. L'équipage est à 28 km de l'aéroport. Il s'approche de l'endroit où il devra faire demi-tour avant d'entreprendre la descente graduelle vers la piste d'atterrissage. 15.2. Now we turn right. Not yet. L'expérience est primordiale. On devait se fier à notre savoir-faire et à nos connaissances. Nous étions certains de regagner l'aéroport. Par contre, nous craignons de ne pas pouvoir atterrir. 16.5. Now we turn. 17 miles. Now we turn. Pour tourner vers la droite, ils doivent faire tourner le moteur gauche et vice-versa. Ils tournent à droite. En exploitant seulement les moteurs, ils parviennent à stabiliser l'appareil tout en entamant leur descente. Airport at 340, come right. Now 320. Speed? 10 knots and stable, keep speed up. Yes, yes. 4,000 feet. 3,500 feet. 3,200 feet. 310 on the heading. Contre toute attente, ils devront maintenir leur vitesse pour atterrir, sinon l'appareil piquera du nez et s'écrasera au sol. Un atterrissage normal s'effectue à 300 km à l'heure. L'Airbus s'approche de la piste à 400 km à l'heure. On ignore si le train d'atterrissage supportera une telle secousse. L'avion cargo du service de messagerie DHL regagne péniblement l'aéroport de Bagdad. Frappé par un missile, l'appareil n'a plus de circuit hydraulique. Aucun pilote n'a jamais réussi à poser un appareil aussi endommagé. À 120 mètres de la piste, l'air chaud du sol et les vents qui soufflent sur leur trajectoire de vol anéantissent leur plan. Le vent venait de la gauche et poussait l'appareil vers l'aérogare. L'avion dérive vers la droite en direction de l'aérogare. L'avion s'approche de la piste d'atterrissage. Il pique dangereusement du nez et son aile gauche s'affaisse graduellement. Come on, buddy. They're carrying too much speed. They could overrun the runway. Keep the speed up. We are going left. Yes, I increase. If we go to Iceland landing, maybe off the runway.
They are landing 3-3 left. Fire trucks on standby, Medivac on standby. I don't think it'd be too wide now. Steady. Steady. J'allais mourir. J'en étais convaincu. You realize it. Come on, buddy. Back. Okay. Oh. It looks like one of his gear collapsed. Yeah, it did. Cross runway! Oh no! Shit, no! He's in the dirt. Dirt, or did he just come off the runway? That's what's left of him. Par miracle, l'Airbus de DHL a atterri sain et sauf. Mais la situation demeure problématique. Nice landing. Wow. Confirm, evacuate. Evacuate. Evacuation. Both. I handle. Pour comble de malheur, après avoir atterri sain et sauf, l'équipage doit faire face à un danger inattendu. She might blow. Hey guys! Don't move! That area has unexploded ordnance! Do not move! What's that? He's saying there might be bombs here. I don't believe this. We're coming to get you! L'endroit est couvert de munitions explosives non explosées, un souvenir du combat contre l'armée de Saddam Hussein pour le contrôle de l'aéroport. Now we get to you, we're gonna back up and you gotta follow in our tracks. Now we're gonna get you out of here, but you gotta walk right in my wheel tracks, okay? Keep coming. Keep coming, it's not much further now. Les hommes peuvent enfin voir les dégâts de leurs propres yeux. Les pilotes ont accompli un véritable exploit. Ils ont réussi à atterrir sans circuit hydraulique. Ils n'ont pas été entraînés pour survivre à une telle catastrophe et se sont fiés à leur savoir-faire, ignorant toute la nouvelle technologie en place pour sauver un pilote dans la même situation. En 1989, les scientifiques de la NASA ont entamé des recherches sur le phénomène des atterrissages sans circuit hydraulique. Des ingénieurs et des pilotes ont conçu un logiciel capable de pallier la défaillance des circuits hydrauliques. Il s'agit du PCA, un système qui permet de prendre des commandes du moteur par ordinateur. Le concept est simple. Le pilote indique à l'ordinateur de gestion de vol les diverses manœuvres, grimper, tourner ou effectuer une descente. Plutôt que d'envoyer ces commandes par les circuits hydrauliques, l'ordinateur les achemine directement au moteur. Cet appareil MD-11 met le logiciel à l'épreuve en atterrissant sans circuit hydraulique. Le pilote se fie simplement au gaz du moteur. Il ne touche à aucune manette car l'ordinateur achemine ses ordres au moteur. Malgré l'absence de circuit hydraulique, l'atterrissage du MD-11 est semblable à celui d'un appareil qui fonctionne normalement. Les passagers s'en sortiraient donc indemnes.
L'incident de Bagdad a ravivé l'intérêt envers ce logiciel de la NASA. Il pourrait améliorer les systèmes déjà en place dans les appareils modernes. Avec ce logiciel, l'Airbus de DHL aurait subi beaucoup moins de dégâts. De plus, il permettrait de sauver la vie de centaines de passagers volant à bord des avions commerciaux. Un des plus grands partisans de ce logiciel de la NASA est le capitaine Dennis Fitch, un des pilotes qui a survécu à l'écrasement du DC-10 à Sioux City. C'est un logiciel phénoménal. Les tests démontrent qu'il peut sauver la vie de l'équipage et des passagers. Les appareils modernes se fient entièrement au circuit hydraulique. En cas de panne, ce logiciel peut faire la différence entre la vie et la mort. Comme pilote, je trouve cela très rassurant. L'autorité fédérale responsable de l'aviation civile, la FAA, a abandonné rapidement son étude du logiciel. Selon elle, les risques de perdre tous les circuits hydrauliques sont beaucoup trop minces pour justifier le coût d'un tel système informatique. Selon leurs recherches, les catastrophes de ce genre sont si rares qu'un logiciel s'avère inutile. Mais les dirigeants de la FAA n'ont jamais imaginé qu'un missile sol-air frapperait un appareil. L'avion de DHL est le premier appareil civil à être frappé par un missile sol-air en Irak. Mais au cours des dernières années, la menace des terroristes armés de mitrailleuses antiaériennes est devenue bien réelle. Une trentaine d'avions ont été attaqués par des terroristes armés de missiles sol-air avant l'attentat contre l'Airbus de DHL. La menace est bel et bien réelle. Pendant plusieurs mois, les dépôts abandonnés de l'armée irakienne sont restés sans surveillance. Les terroristes se sont donc procuré des armes d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Les dépôts d'armes, je crois qu'il y en a partout. En Irak, il y a des armes partout, il y a des missiles, à mon avis. On craint que ces terroristes se mettent à cibler des avions de passagers un peu partout dans le monde. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis investit présentement plus de 100 millions de dollars pour adapter la technologie antimissile militaire aux besoins des avions civils. C'est inévitable. On devra munir les avions commerciaux de caméras infrarouges et de brouilleurs laser. La caméra infrarouge brouille la tête chercheuse du missile, tandis que l'impulsion du brouilleur laser la brûle. Les compagnies aériennes Singapore et Qantas cherchent à incorporer ces systèmes à bord de leurs appareils. L'avion privé de la reine Élisabeth, celui du président américain et ceux de la flotte du roi de Jordanie sont tous équipés de ces systèmes. Le terrorisme fait partie de notre quotidien et cette situation risque de durer longtemps. On ne peut pas vaincre le terrorisme, mais on peut se protéger et contrôler son ampleur. Si on ne le fait pas, on risque notre avenir. Par miracle, l'équipage du DHL a atterri sain et sauf sans cet équipement sophistiqué. Aucun autre appareil n'a jamais pu atterrir sans dommage après avoir été victime d'une attaque au missile. Suite à l'incident, Mario Rofai a pris sa retraite. C'était le moment idéal pour faire mes adieux au monde de l'aviation. J'y travaillais depuis 30 ans et j'avais un dossier de vol impeccable. La chance nous a souri, mais nous avons également tout fait pour survivre. J'ai appris beaucoup de choses sur la vie, mais cet incident n'a pas fait de moi un meilleur pilote. Les 3 pilotes ont obtenu les plus grands honneurs de l'aviation civile en reconnaissance de leur exploit.
Notre travail d'équipe nous a permis d'atterrir sains et saufs.